cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons parler d'un logiciel très important pour un ordinateur qui est le système d'exploitation. Alors, avez-vous déjà parlé d'un système d'exploitation souvent appelé OS par sa traduction Operating System en anglais? Le but de cette capsule est de donner une réponse à cette question. Comme vous savez, un système informatique, notamment votre ordinateur, est composé de deux parties, de grandes parties. La partie matérielle, appelée encore hardware en anglais, qui correspond aux différents composants que l'on retrouve dans un ordinateur. La partie dite logicielle, on parle aussi de software en anglais, qui correspond aux programmes, applications et également au système d'exploitation, qui permettent d'utiliser le hardware pour réaliser les tâches que l'on demande à notre ordinateur. Dans cette capsule, nous allons alors nous intéresser à la partie logicielle, notamment le système d'exploitation. Alors, des systèmes d'exploitation, nous en utilisons absolument tous les jours. Et ce, dès qu'on utilise un ordinateur, un téléphone ou n'importe quel système informatique où il y a de grandes chances qu'il contient un système d'exploitation. Par exemple, pour un ordinateur, on trouve Windows, Mac et Linux. On trouve notamment iOS et de l'Android pour smartphones et les tablettes. Et nous avons également des systèmes d'exploitation qui vont être spécialisés pour des petites cartes électroniques embarquées, comme par exemple la Raspberry avec un OS Raspbian. D'abord, pourquoi ça s'appelle système d'exploitation? Eh bien, parce qu'un système d'exploitation permet d'exploiter des ressources. Ces ressources sont de type matériel, comme le processeur, la mémoire principale, des disques, des imprimantes, etc. Le système d'exploitation est alors une couche logicielle qui va permettre d'exploiter ce matériel et d'assurer la liaison entre ces ressources matérielles, l'utilisateur et les applications, comme les applications du traitement de texte, jeux vidéo, navigateur web, tableur, applications réseaux sociaux, etc. Ainsi, lorsqu'un programme désire accéder à une ressource matérielle, il ne lui est pas nécessaire d'envoyer des informations spécifiques au périphérique, il lui suffit d'envoyer les informations au système d'exploitation, qui se charge de les transmettre au périphérique concerné via son pilote. En l'absence de pilote, il faudrait que chaque programme reconnaisse et prenne en compte la communication avec chaque type de périphérique. On peut le considérer comme un chef d'orchestre de l'ordinateur. Rien ne fonctionne sans lui. Il gère les requêtes des utilisateurs, les ressources, les échanges entre le processeur et les programmes, et enfin les mémoires qui permettent le stockage de données comme un disque dur, une clé USB, un CD, etc. Beaucoup de débutants considèrent en fait un système d'exploitation comme quelque chose de magique et d'incompréhensible. Oui, un système d'exploitation est complexe, mais il faut savoir que ce n'est que du code qui est exécuté sur une machine. Ce code a été développé par des développeurs qui sont certes beaucoup expérimentés que d'autres. Faisons un zoom maintenant sur notre système d'exploitation pour voir de quoi il est constitué. La partie principale d'un OS en fait, c'est le noyau, ce qu'on appelle kernel en anglais. Il offre des fonctionnalités principales dans un système d'exploitation. Mais pour des raisons de sécurité, l'utilisateur ne peut pas accéder librement au noyau. Pour accéder aux fonctionnalités du noyau, il faut passer par des portes. La première porte, c'est les interfaces de programmation d'applications ou ce qu'on appelle API, qui sont des outils pour aider les développeurs à créer des programmes qui pourront tourner sur l'OS cible. La deuxième porte est les interfaces graphiques que tout le monde connaît et que nous utilisons régulièrement. Par exemple, pour arrêter l'ordinateur, on doit cliquer sur démarrer, après on clique sur le bouton arrêter. En fait, ce bouton est un accès à la commande d'extinction de votre système d'exploitation. Et la troisième porte est les commandes, qui permettent aux utilisateurs avancés ou professionnels d'interagir avec le système d'exploitation via un terminal. Dans ce terminal, vous pouvez écrire des commandes et avoir en retour les résultats. Par exemple, nous pouvons arrêter l'ordinateur sans passer par le bouton arrêter de l'interface graphique, mais cette fois en passant par la commande shutdown, qui permet d'envoyer une demande à l'OS pour éteindre l'ordinateur. Alors, le noyau est la partie la plus intéressante et la plus critique d'un OS. En effet, à travers ce que nous définissons des appels système, le noyau permet aux éléments matériels et logiciels de communiquer entre eux, de fonctionner ensemble et de former un tout.
Il assure la majorité des fonctionnalités d'un système d'exploitation, à savoir la gestion des processus. En fait, c'est lui qui exécute les programmes et choisit également l'ordre d'exécution des différents processus. On dit que l'OS est une application multitâche. Il faut noter ici qu'un processus, c'est un programme en cours d'exécution, c'est-à-dire un programme qui est en cours d'être exécuté sur la machine. Le noyau prend en charge également l'utilisation et la gestion des ressources de l'ordinateur comme la mémoire. Il se charge de gérer le stockage et la manipulation de fichiers. Contrôler les périphériques rattachés à la machine est une mission très importante du système d'exploitation, surtout que nous avons une grande variété d'entrées-sorties qui ont des fonctions et des vitesses très différentes. On peut les classer en 3 catégories. Les périphériques d'entrée-sortie de stockage, périphériques de transmission, comme des connexions réseau, Bluetooth, etc. et les périphériques qui permettent une interface humaine, comme l'écran, le clavier, les souris, ainsi de suite. Et bien plus encore, le noyau permet également la gestion des communications réseau. Pour récapituler, nous pouvons dire qu'un système d'exploitation est un ensemble d'outils qui permettent à notre ordinateur d'être stable, de se connecter à Internet, d'être sécurisé et d'utiliser différentes fonctionnalités comme par exemple la calculatrice, comme lancer des jeux et des applications comme celles de réseaux sociaux par exemple. Sur ce, c'est la fin de cette capsule et au plaisir de vous rencontrer à une autre vidéo. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes étapes d'évolution des systèmes d'exploitation. Notre vie quotidienne en est devenue indépendante. Les systèmes d'exploitation sont indispensables pour le fonctionnement de nos ordinateurs, nos portables, bref, les appareils et les infrastructures que nous utilisons tous les jours. Cependant, comme tout le reste, ils n'ont pas toujours été là. Les systèmes d'exploitation ont eu une origine et une histoire qui, comme ils ne pouvaient pas en être autrement, sont étroitement liés au développement de l'informatique même. Dans cette capsule, nous verrons très brièvement comment les premiers systèmes d'exploitation ont été et comment ils se sont développés au fil du temps. On peut très schématiquement distinguer 3 phases dans l'histoire des débuts des systèmes d'exploitation. Les premiers ordinateurs étaient des instruments d'expérimentation pour les chercheurs. La question de l'efficacité ne se posait guère et les utilisateurs devaient apprendre à mettre au point leur programme au contact direct de la machine. C'est pour cela que nous appelons cette phase la phase de préhistoire, car l'accès à un ordinateur se faisait en accès direct sans présence d'un système d'exploitation. Les premiers ordinateurs n'avaient pas à proprement parler de système d'exploitation. Et cette situation dura de 1949 avec les premières machines à programme enregistrées jusqu'en 1956. Les premières machines à calculer étaient construites à l'aide des tubes à vide. Tubes électroniques, c'est une espèce de grosse lampe. Ces machines énormes remplissaient des salles et sont moins rapides qu'une calculatrice de nos jours. Toute la préparation se faisait manuellement et les entrées-sorties sont très limitées. Le programmeur opère avec la machine par interaction directe. Il devait faire ainsi beaucoup de manipulations qui étaient trop lourdes. On dit que le constructeur de la machine est celui qui fait également la conception, la programmation et en plus, c'est lui qui opère directement sur cette même grosse machine. Cette situation a duré jusqu'à 1965, l'année de l'apparition des transistors. C'est véritablement le début des systèmes d'exploitation en tel que tel, avec l'apparition des cartes perforées qui sont des programmes que nous pouvons charger et décharger en entrée-sortie de l'ordinateur. Il y a une séparation des rôles ici. Il y a le programmeur qui fabrique les cartes perforées, les programmes. Ces cartes étaient regroupées sous forme de travons lourds, on dit aussi batch. Et il y a l'opérateur qui charge et décharge physiquement ces cartes dans l'ordinateur. Les principaux périphériques des ordinateurs des années 1950 étaient les lecteurs de cartes perforées, les imprimantes et l'unité centrale. Le système d'exploitation gérait alors la mémoire de l'ordinateur, les processus, c'est-à-dire les programmes chargés en cours d'exécution, et ces fameux entrées-sorties, c'est-à-dire la lecture des cartes et l'écriture des résultats via les imprimantes sur ce que nous appelons des listings, que l'opérateur va trier pour qu'enfin le programmeur pourra récolter
le résultat de l'exécution après plusieurs heures d'attente. Avec le traitement par loup, l'exploitation devient de plus en plus efficace, certes, mais l'utilisateur a perdu tout contrôle sur l'exécution de ses programmes. Il se contente de déposer son travail au guichet du centre de calcul pour y récupérer les résultats quelques heures plus tard. Et tant pis pour lui si une erreur typographique mineure a arrêté la compilation. Il va devoir corriger et recommencer. La solution passait alors par le partage d'un ordinateur entre une communauté d'utilisateurs simultanés. C'est ainsi que le temps partagé allait naître. Les premiers systèmes en temps partagé furent développés au début des années 60. Le pionnier fut CTSS, qui fonctionnait en 1961 sur un ordinateur IBM 7094. Le principe du temps partagé est simple. Il s'agit de tirer parti des différences de vitesse entre un ordinateur qui travaille à la milliseconde et un humain dont le temps d'interaction est de plusieurs secondes. L'ordinateur fonctionnait alors comme un grand maître d'échecs jouant des parties simultanées. Lorsqu'il a traité la requête d'un utilisateur, il passe à celle de l'utilisateur suivant, puis à un autre, et ainsi de suite. La conservation des programmes et des données de nombreux utilisateurs imposait alors de disposer d'une mémoire. Et des terminaux redonnaient à l'utilisateur le pouvoir de déclencher des travaux par la frappe de la commande et de recevoir les résultats de l'exécution de ces travaux. Le principal apport de CTSS fut de montrer que l'idée du temps partagé était réalisable. Et depuis, un grand développement de systèmes d'exploitation a marqué l'histoire. Mais les phénomènes marquants dans les années 70 est la large diffusion des ordinateurs personnels à la suite de la réalisation des premiers microprocesseurs, qui est un processeur miniaturisé qui tient dans un seul circuit intégré. Il gère l'exécution des instructions de l'ordinateur. À sa création en 1970, le processeur était capable d'effectuer quelques dizaines de milliers d'instructions par seconde. Aujourd'hui, il en traite plus de 10 milliards par seconde. C'est ainsi qu'à partir de 1977, les ordinateurs tout montés devinrent prédominants. En 1981, la société IBM, consciente de l'importance croissante de l'informatique individuelle, mettait sur le marché l'ordinateur PC, Personal Computer. IBM s'est mis à la recherche d'un système d'exploitation alors qu'il pourrait effectivement fournir à IBM pour le lancement de l'IBM PC. C'est ainsi que IBM fait appel à la société Microsoft, récemment créée par Bill Gates et Paul Allen, qui ont créé en 1979 le système MS-DOS. Il s'agit d'un système fonctionnant en mode réel, monotâche et mono-utilisateur, et il est équipé par défaut d'une interface en ligne de commande, mais qui marqua le début de la fortune de Microsoft. Des années 1980 au début des années 1990, il a été le système le plus utilisé sur compatible PC, avant d'être progressivement remplacé par des systèmes d'exploitation plus évolués, notamment Windows. Nous consacrons dans ce sens la prochaine capsule pour faire un retour sur les versions et les faits marquants de cette épopée numérique importante des systèmes d'exploitation qui est l'évolution des OS Windows. Les utilisateurs et humains que nous sommes ont tendance à vite oublier à quel point nos systèmes d'exploitation ont su évoluer pour s'adapter au plus grand nombre. Autrefois réservé à quelques professionnels et passionnés, l'outil informatique est désormais omniprésent et obligatoire. Sur ce, c'est la fin de cette capsule et au plaisir de vous rencontrer à une autre vidéo. Bonjour! Depuis son apparition, Windows n'a cessé de monter en popularité auprès du public. Avec une grande part de marché, Windows est le système d'exploitation le plus utilisé au monde. Mais cela n'a pas été du tout repos pour Microsoft. Dans cette capsule, nous allons faire un retour sur les systèmes Windows qui ont marqué les dernières décennies. Tout commence dans les années 1970. Au bureau, on utilisait des machines à écrire. Rares sont ceux qui ont entendu parler de micro-ordinateurs. Mais deux passionnés d'informatique, Bill Gates et Paul Allen, comprennent que l'avenir passera par l'ordinateur personnel. L'histoire alors commence en 1975 au Nouveau-Mexique aux États-Unis. C'est là que les deux amis d'enfance fondent la société Microsoft. Les jeunes entrepreneurs développaient au départ des programmes pour le compte d'autres sociétés. Ce qui commence comme une expérience menée par deux étudiants
devient progressivement le programme le plus influent de l'histoire de l'informatique. En juin 1980, Gates et Allen embauchent Steve Ballmer, un autre camarade d'études. Et en 1981, la petite équipe lance MS-DOS, signifiant Microsoft Disk Operating System. Le système d'exploitation textuelle a été livré avec tous les PC IBM de l'époque, grâce à un accord intelligemment conclu par Gates. En effet, le coup de génie de Microsoft est de vendre son logiciel à IBM non pas à un prix fixe, comme cela se faisait couramment à l'époque, mais en réclamant un pourcentage sur chacune des ventes de PC équipés de MS-DOS. Avec MS-DOS, Microsoft propose un système d'exploitation fonctionnant intégralement et exclusivement en ligne de commande. Point n'est ici question d'interface graphique. Tout se faisait au clavier avec des commandes. Afin de rendre l'utilisation du MS-DOS tout public grâce à une accessibilité plus visuelle, Windows 1 naît en 1985, presque intégralement développé par Bill Gates. Lors de sa sortie, Windows fait beaucoup parler, notamment car le système s'appuyait beaucoup sur l'utilisation de la souris. D'ailleurs, pour aider les nouveaux utilisateurs à se familiariser à l'usage de cette souris, le jeu Reversi a été intégré dans l'interface de Windows 1. La première version de Windows comprenait notamment des logiciels comme Paint, Calculator, Notepad et Write, l'outil de traitement de texte. Et depuis son apparition, Windows n'a cessé de monter de plus en plus en popularité. Nous continuons cette capsule par faire un retour sur les versions et les faits marquants de cette épopée numérique importante des systèmes d'exploitation. En 1990, débute le succès pour Windows avec l'arrivée de Windows 3, qui s'est imposé notamment grâce à la gestion des lecteurs CD-ROM et cartes son. Un énorme pas en avant pour l'époque qui permet enfin à Microsoft de rivaliser avec Apple. Windows 3 signe également l'arrivée du fameux jeu du solitaire. Réel tournant dans le monde de l'informatique, Windows 95 sort le 24 août en 1995. Immense renouveau graphique, c'est avec cet OS que Microsoft introduit la barre des tâches, le menu démarrer et la corbeille. Mais c'est avec Windows XP, sorti en 2001, que Microsoft commence à marquer les esprits avec son fameux fond d'écran qui est considéré comme l'une des photos les plus vues au monde. XP pour Experience veut se démarquer grâce à une interface moins rigide, une sécurité accrue et beaucoup de nouvelles fonctionnalités comme le service de bureau à distance. Après 6 ans, Windows Vista fait son arrivée dans le monde en 2007. Vista serait un système révolutionnaire et plus sécurisé que son prédécesseur, le XP, très critiqué sur ce sujet. L'anticipation était à son comble pour les utilisateurs, qui ont malheureusement été vite déçus à la sortie de l'OS. Ainsi, suite au rapport attestant que Vista n'était pas aussi sécurisé que Microsoft l'avançait, ont contribué au désintérêt du public qui a rapidement su retourner auprès de Windows XP. Windows 7, baptisé simplement 7, fait son apparition en 2009. Après l'échec de Vista, Microsoft repense ses priorités pour se concentrer sur la sécurité et sur la satisfaction utilisateur. En 2015, Windows 10 a bien évidemment apporté son lot de nouveautés avec Cortana et surtout le Microsoft Edge. Il devait être la nouvelle identité de Microsoft, une approche en tant que service qui serait maintenue par des mises à jour annuelles majeures et gratuites. Quoi de neuf pour Windows 11 sorti en 2021? Eh bien, principalement un renouveau graphique et pour la première fois, un système d'exploitation Microsoft offrira la possibilité d'installer des applications Android. Le cloud, c'est le futur. Vous connaissez peut-être Microsoft 365, anciennement nommé Office 365, qui est l'abonnement mensuel ou annuel à la suite Office stockée dans le cloud. Ou peut-être Shadow et Stadia, les offres de cloud gaming qui vous permettent de profiter des derniers jeux vidéo avec seulement une connexion Internet. Windows 365, c'est le même principe, mais pour un système d'exploitation. Au fil du temps, et alors que les appareils électroniques ont révolutionné notre façon de vivre, Windows a une place toujours prépondérante sur nos ordinateurs, à défaut d'avoir réussi à percer les smartphones. Reste à savoir quelle position tiendra Windows dans le futur marché du Cloud OS, voire même du Metaverse, qui semble bien être l'avenir de nos vies en ligne. Sur ce,
C'est la fin de cette capsule et au plaisir de vous rencontrer. À une autre vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques manipulations nécessaires à l'utilisation du système d'exploitation Windows, spécialement Windows 10. Alors si vous avez un petit peu de difficulté ou de mal à manipuler Windows, cette capsule vous est bien destinée. Quand vous vous connectez à votre ordinateur, le premier écran auquel vous arrivez est l'écran principal, le bureau, qui est une zone de travail à l'écran fournie par Microsoft Windows et analogue à un bureau physique. En effet, comme dans votre vie au quotidien, vous déposez vos documents et les outils que vous utilisez souvent sur votre vrai bureau en bois ou en métal, le bureau de Windows vous permet la même chose en vous permettant de déposer les applications, les dossiers et les fichiers que vous utilisez souvent. Nous allons revenir sur ça dans la prochaine capsule, mais maintenant nous allons nous concentrer sur le bas de cet écran. Alors ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle la barre des tâches. Elle vous donne accès aux fonctions principales de Windows et surtout par le biais du bouton démarrer qui se trouve en bas à gauche de l'écran et qui vous permet d'arriver sur le menu principal de Windows. Ce menu va vous permettre de lancer la liste de tous les programmes installés sur votre ordinateur et en bas sur la gauche, il va vous permettre d'arrêter et de redémarrer votre machine. Autrement, ici sur la barre des tâches, nous trouvons tout d'abord le menu de recherche qui va vous permettre de faire une recherche de ce que vous avez sur votre ordinateur, que ce soit des documents ou bien des programmes. Si nous voulons par exemple chercher l'application Word, il suffit de taper Word sur le menu de recherche et le résultat arrive ici. Cliquez pour le lancer et une fenêtre contenant l'application Word va se lancer. Lorsqu'un programme se lance, il suffit d'aller ici dans le coin supérieur où il y a plusieurs options. Par exemple, le premier bouton, il permet d'agrandir et de rétrécir la fenêtre. Celui-là, il permet de minimiser la fenêtre sur la barre des tâches. Et elle va rester ici jusqu'à ce que je clique dessus pour la relancer. Et le petit bouton sous forme de croix, il permet de fermer la fenêtre. Ici, nous avons toutes les fenêtres qui sont ouvertes et d'autres programmes qui sont mis en raccourci. Par exemple, si je clique sur le petit E, il va nous lancer le Microsoft Edge. Ce dernier est un navigateur web de Microsoft et qui va vous permettre d'afficher des sites internet, de télécharger des fichiers et de faire des recherches par exemple. Ici, j'ai les programmes qui sont lancés et qui tournent en arrière-plan. Pour les afficher, il suffit de cliquer sur la petite flèche. Vous pouvez ici par exemple trouver votre antivirus, les fonctionnalités réseau, ainsi de suite. Pour les rendre plus visibles, je peux les déplacer dans la zone visible ici. Comme je peux faire l'inverse et les masquer en les déplaçant vers la petite flèche. On trouve enfin un raccourci vers la langue de votre clavier, la date et l'heure. Et une petite icône pour les notifications qui vont venir quand un programme va émettre une nouveauté. Par exemple, un nouveau email qui arrive. En bas, on trouve des petits raccourcis qui permettent d'activer quelques fonctionnalités et services. Par exemple, le Bluetooth pour connecter et déconnecter des périphériques via Bluetooth, pour l'éclairage, pour les fonctions réseau, ainsi de suite. Si vous venez de remarquer, nous venons de parler d'icônes. Alors c'est quoi une icône? Les icônes, ce sont des pictogrammes ou bien des graphiques que l'on croise régulièrement dans Windows et qui permettent de représenter soit une application, un dossier, un fichier, etc. Alors, la première icône qui se trouve sur ce bureau est celle qui représente la corbeille. La deuxième icône, qui est une icône très importante dans Windows, est l'icône ordinateur appelée ce PC, et anciennement nommée pose de travail, qui se charge de lister tous les périphériques de mémoire reliés à votre ordinateur. Lecteur USB, lecteur CD, partitions présentes sur notre machine, etc. Pour y accéder, je double-clique alors sur l'icône ordinateur. Les deux dernières icônes que nous avons sur ce bureau sont représentées par des dossiers jaunes. Celles-là permettent de représenter les répertoires Windows et nous permettent d'y accéder afin de chercher des fichiers ou bien d'autres répertoires, que nous nommons aussi dossiers. Alors c'est quoi un répertoire et ou un fichier Windows? Et c'est quoi la différence entre ces deux notions fondamentales à tout système d'exploitation? Ceci est l'objectif de la prochaine capsule. Mais avant de finir la vidéo, je tiens à vous parler de l'origine du mot Windows. Alors, comme on a vu
Dans la vidéo de l'historique de Windows, Windows a été le premier système d'exploitation de la société Microsoft à bénéficier d'une interface graphique lui permettant de représenter des fichiers, des dossiers et des programmes dans des boîtes ou bien de fenêtres appelées Windows en anglais. Cette visualisation était si caractéristique que Microsoft a jugé que nommer l'OS en y faisant référence était la meilleure chose à faire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo et au plaisir de vous rencontrer. Bonjour. Après avoir présenté l'interface Windows dans la dernière capsule, nous allons dans la présente apprendre à gérer les fichiers et les dossiers qui se trouvent sur ce dernier. Nous allons commencer par aller vers le menu Démarrer et on va sur cette icône qui va afficher mon dossier document. Comme vous savez, sur notre ordinateur, on peut utiliser des programmes et des logiciels, mais on peut également créer et modifier des dossiers et des fichiers. Et ceci se passe au niveau de la gestion de fichiers. Alors c'est quoi la différence entre un fichier et un dossier? Un fichier peut être une vidéo, une photo, un morceau de musique ou encore un document qui va être stocké dans un ordinateur, une clé USB ou un CD. Mais quel que soit l'endroit, un fichier possède toujours un nom avec une extension et il est représenté par une icône. Un dossier par contre est totalement différent d'un fichier. Un dossier ne peut pas être lu et ne possède pas d'extension. Alors si on prend par exemple ici le dossier culture digitale, il est représenté par l'icône sous forme de dossier jaune et ceci pour tous les dossiers Windows. Alors si on double-clique pour entrer dedans, on peut clairement voir qu'un dossier permet de classer des fichiers afin de les retrouver plus facilement. Il peut aussi contenir des sous-dossiers qui contiendraient eux aussi des fichiers. Un dossier peut ainsi être comparé à un classeur, une chemise de rangement, ou bien comme par exemple à un album photo. Ce dossier permet de ranger tous les documents nécessaires au cours culture digitale. Par exemple ici, il y a le fichier descriptif système d'exploitation. C'est un fichier qui contient le cours sous format texte du cours système d'exploitation. Il a l'extension PDF. Cette extension n'aura pas intérêt à être modifiée car elle définit le type de fichier et le programme ou le logiciel qui permettra de l'ouvrir. Si j'estime par exemple que ce dossier prend beaucoup de place, ici en l'occurrence ce n'est pas le cas mais juste pour donner l'exemple, et que je désire qu'il prenne moins de place, ou bien même si je désire l'attacher à un mail pour l'envoyer à quelqu'un, alors je ne peux pas l'envoyer comme ça, mais il faut le compresser avec un outil de compression que nous pouvons trouver sur Internet, par exemple WinRAR. Alors pour faire la compression, je fais un clic droit dessus, une fois bien entendu que j'ai installé WinRAR, et je vais faire ajouter à l'archive. Et donc, je choisis l'extension soit RAR, soit ZIP, et je choisis la méthode de compression rapide, très rapide, normale, etc. En l'occurrence, je choisis ici normal, et le dossier va normalement se compresser ici. Nous revenons maintenant dans le dossier document. Ceci est une fenêtre, c'est l'explorateur de Windows. Il vous permet de naviguer dans tous vos documents. Le premier nouveau, c'est le PC. Alors si vous êtes perdu, vous pouvez à tout moment revenir ici. Si on clique dessus, vous allez trouver tous vos dossiers principaux, documents, musique, téléchargements et ainsi de suite. Ces documents ici, ce sont des raccourcis qui permettent d'aller plus vite dans les dossiers que l'utilisateur pourra utiliser. Le plus intéressant est de savoir comment sont organisés les fichiers dans le disque dur de l'ordinateur. Alors ce document ici contient tous les documents et les dossiers, le système d'exploitation et les fichiers de l'utilisateur. Si on clique dessus, il y a plusieurs documents, mais on peut remarquer qu'ici, on appelle ce dossier C, qui peut changer selon la configuration bien sûr. Alors dedans, il y a plusieurs répertoires, mais tous vos documents sont stockés dans le dossier utilisateur. On clique dessus et en fonction, vous pouvez trouver un dossier qui porte votre nom. Ici,
le dossier il porte le nom HP. Alors dans ce dossier, vous allez trouver tous vos fichiers et vos documents. On peut l'appeler un dossier de travail. Et c'est ici que nous allons apprendre à créer des fichiers et des dossiers. Pour créer un fichier sur Windows, je viens sur le fond d'écran, je clique droite et il y a Nouveau. Alors je clique sur Nouveau et je peux créer soit un dossier, soit un fichier, selon le type désiré. Ici, nous allons créer un fichier de type document texte. Je clique dessus et alors le fichier est créé. Il reste à le renommer pour valider. Je clique sur Entrée ou bien je fais double-clic sur le centre. Maintenant, le fichier est créé. Tous les dossiers Windows fonctionnent de la même manière. Nous allons ouvrir un dossier un peu spécial qui est le dossier bureau et qui va refléter tout ce qui se passe et tout ce qui contient le bureau dont on a parlé dans la vidéo précédente. En fait, si je crée un fichier, ici par exemple, document texte, que nous allons appeler fichier 3 et je valide, on peut remarquer clairement que le même fichier est créé sur le bureau. Alors le bureau est vraiment une miroir qui reflète ce qui se passe dans le dossier bureau. Je peux même renommer le fichier en cliquant droite et je fais renommer. Je fais fichier 4 au lieu de fichier 3. Je clique sur Entrée et la modification est effectuée sur le bureau également. Je peux même supprimer le fichier 4 du dossier et la suppression va être effectuée même dans le bureau. Si je supprime un fichier de Windows, le fichier n'est pas catégoriquement supprimé car si je viens dans Corbeil, on va trouver le fichier 4 qu'on a supprimé. Et si je clique avec le bouton droit, je peux même le restaurer et on va le retrouver encore une fois dans le bureau. Pour le supprimer, il faut supprimer le fichier. Allez cliquer sur Corbeil pour la vider. Quand on vide la corbeille, le fichier va effectivement être supprimé de l'ordinateur. Nous allons encore ouvrir notre dossier document et nous allons apprendre comment déplacer un fichier d'un dossier à un autre. Alors, pour déplacer un fichier, il y a plusieurs méthodes. La première, je clique sur le fichier à déplacer et je fais glisser de la source vers la destination. La deuxième méthode, je clique sur le fichier et j'utilise la fameuse option de Windows qui est copier-coller. Alors je clique avec le bouton droit, je fais copier et je vais vers la destination et je vais faire coller. Alors comme je peux faire du copier-coller, je peux faire du couper-coller. Et cette fois, quand je vais faire un couper-coller, le fichier va être supprimé de la source. Dans cette vidéo, nous avons appris à gérer, à créer et à modifier des fichiers et des dossiers sous Windows. Sur ce, c'est la fin de cette capsule et à la prochaine.